Le Café Vanout vous aide à savourer chaque moment. Comme un matin tranquille. Prendrais-tu un café? Une fin de semaine corsée. Prendrais-tu un café? Une soirée veloutée. Prendrais-tu un café? Ou un après-midi de rafraîchissement décadent. Prendrais-tu un autre café glacé? Un goût riche et savoureux vous attend avec Vanout. Vivre la saveur. Nous sommes le mardi 8 avril. Voici à la une. Bonjour, bon mardi, bon début de journée. Mathieu Bellumeur au microphone. Bienvenue à cette nouvelle édition de La Une. Encore une fois, aujourd'hui, nos regards sont tournés vers les places boursières en Asie, en Europe, après les chutes importantes hier. Eh bien, vous voyez, si on regarde en Asie ce matin, au Japon, l'indice Nikkei a fini en hausse d'un peu plus de 6 En Europe, là, à l'ouverture des bourses, à Paris, le CAC 40 a augmenté d'un peu plus d'1,5 À Francfort également, légère progression. Même chose à Londres. Donc, un léger rebond des marchés boursiers. Est-ce que ce sera la même chose chez nous en Amérique du Nord à l'ouverture des marchés? On surveillera ça. Mais après les chutes importantes d'hier, on voit que ça semble peut-être se calmer, là. En tout cas, les marchés sont beaucoup moins négatifs, sont plus dans le vert ce matin qu'hier. Alors, à surveiller aujourd'hui. Ce qui tombe, ce qui chute, par contre, ça nous vient du ciel. C'est de la neige. Si vous avez quitté ce matin, ça a commencé, Véronique, là. Oui, c'est commencé gros, flocons mouillés. Donc, ça a commencé en pluie très, très tôt ce matin. Là, la transition en neige est en train de se faire et on va avoir des bandes de neige quand même assez soutenues, surtout pendant l'heure de pointe matinale. Donc, les régions de l'Outaouais, Montréal, les Laurentides, là, ça peut être assez problématique. Par la suite, fin d'avant-midi, ça s'en va vers l'Estrie, la Naudière, secteur de la Mauricie, Québec. On sera touché cet après-midi. Il y a du vent là-dedans, il y a de la poudrerie. La neige peut être un petit peu plus fondante sur la rive sud par endroit, mais ça va quand même s'accumuler. On garde le 5 cm pour la région de Montréal, un petit peu plus là, vers l'Assomption, Couronne-Nord. Dans ces coins-là, ça pourrait être plus du 5 à 10. Sur la rive sud, c'est du 2 à 5. Mais dès qu'on s'élève un peu vers les Laurentides, la Naudière, c'est du 10-15 cm par endroit. C'est bon pour le ski? Oui. Il y a encore du bon ski à faire. C'est vrai, ça peut prendre quelques jours à fondre parce que les températures vont quand même rester assez près du point de congélation. Je pense aux gens de la Mauricie, la Naudière, entre autres, où on pourrait aller chercher une vingtaine de centimètres par endroit aujourd'hui. Donc, toute une bordée au nord. Un peu moins au sud, mais assez pour déranger. Oui, c'est ça. Et avec le vent, la poudrerie qui va se mettre là-dedans, on en aura des conditions problématiques en cours de journée. Est-ce qu'on... On va dire aux gens de partir plus tôt ce matin. Exactement. OK, je vous reviens dans quelques secondes pour ma question. les détails pour les autres régions et les prochains jours. Le temps de parler avec Vincent Maisonneuve. Bonjour, Vincent. Bonjour, Mathieu. De l'impact, je le disais, là, les marchés boursiers, un rebond, en tout cas, en Asie, en Europe, ce matin. Hier, évidemment, ces chutes importante sur les places boursières, ça a occupé la campagne électorale. Ah oui, tout à fait, parce que vous parlez de rebond, mais on peut parler surtout d'extrême volatilité présentement sur les marchés. La direction claire, c'est difficile de savoir dans quelle direction ça s'en va. Et les chefs des partis ont tour à tour présenté des solutions, des propositions pour surtout protéger le portefeuille des aînés. Les gens plus âgés, c'est souvent ceux qui sont les plus touchés là, par ces périodes très volatiles. Les épargnes qui s'envolent, là, ça, c'est jamais rassurant. Donc, je vous présente là, ces propositions dans quelques minutes. Oui, on peut imaginer effectivement beaucoup d'inquiétudes pour les gens tout près ou qui sont à la retraite et qui comptent justement sur leur placement. On y revient dans les prochaines minutes. Je vais me tourner tout de suite vers Olivier pour parler de sport. Bonjour, Olivier. Bonjour. Parlons de hockey. Le Canadien qui a reçu un coup de pouce. Le Canadien n'était pas en action hier, mais les actions des autres équipes ont une influence sur sa position au classement. Et les Rangers
donc, ont perdu, ce qui aide le Canadien. Exactement. Le Canadien qui avait une journée de congé et qui a été aidé malgré son repos. Effectivement, les Rangers de New York qui accueillaient le Lightning de Tampa Bay hier au Madison Square Garden. Et c'est entre autres mené par Brayden Point qui a marqué 2 buts et une passe dans le match, aidé aussi par le travail d'Andrei Vasilevski que le Lightning de Tampa Bay a remporté le match 5-1. C'est effectivement l'adversaire, je dirais, le plus direct du Canadien de Montréal dans cette course aux séries éliminatoires. Donc les Rangers qui ont été freinés dans le match d'hier, ils avaient un match en main et ils ont bousillé un peu ce match en main, donc n'ont pas réussi à gagner du terrain par rapport au Canadien de Montréal, qui reprendra l'action d'ailleurs ce soir face aux Red Wings. Et donc le Canadien qui est toujours en 8e place, 85 points, 6 points devant justement Détroit et les Rangers de New York. Et d'ailleurs, les Rangers ont été hués hier à la maison. Je pense que les partisans le voyaient peut-être cette chance de peut-être gagner des places et peut-être s'inviter en séries éliminatoires, mais là, ça commence à être très difficile avec le Canadien là, qui est tout près des 90% de chances de participer aux séries éliminatoires. Donc, ce sera une bonne semaine, une belle occasion pour le Canadien peut-être de creuser l'écart encore ce soir. Donc, voilà un petit coup de pouce qui est le bienvenu à Montréal. On va les prendre, voilà. Ce coup de pouce-là, il n'y a pas de problème. La grande générosité des autres équipes fait le plaisir du Canadien. Exactement. Ouais. Parlons de la victoire de Montréal qui devra se priver d'une joueuse pour ses 2 prochaines rencontres. Il ne reste que 3 matchs, justement, à cette saison régulière dans la LPHF et Katie Taben a été suspendue. Ça a été annoncé par la LPHF hier pour un coup à la tête à l'attaquante Jessie Eldridge lors de son dernier match. Donc, elle avait écopé effectivement d'une pénalité majeure. Ça, ce qui est normal, en fait, là, dans la LPHF, là, dès qu'il y a coup à la tête, il y a donc majeur et donc on expulse la joueuse. Et donc, le comité a décidé de donner deux matchs supplémentaires. Dans ces 3 dernières rencontres, la victoire de Montréal qui est toujours en tête, mais on devra attendre un peu avant de les revoir en action puisqu'il y a ces championnats du monde qui débutent très bientôt cette semaine, en fait, en Tchéquie. Et donc, on devra surveiller l'équipe féminine, mais surtout voir quel impact ça aura pour les dernières rencontres. Il faut dire que Katie Taben, c'est pas nécessairement une joueuse d'impact comme le serait, par exemple, Marie-Philippe Poulin, mais quand même, je pense que la victoire aura besoin de tous ces éléments pour espérer, justement, finir en beauté cette saison et peut-être se donner un élan pour les séries éliminatoires. On peut, si on ne suit pas le basketball, on peut peut-être passer à côté du March Madness, oui. La folie du mois de mars. Quand on ne suit pas le basketball, ça nous dit peut-être rien, mais c'est très, très gros aux États-Unis, très, très suivi. Et ce sont les Gators de la Floride qui ont été sacrés champions. J'ai envie de dire, c'est tout aussi gros peut-être que les activités de la NBA, la March Madness, surtout pour ce mois de mars. Et donc, début avril pour les derniers matchs de cette finale. Hier, il y avait finale entre l'Université de Houston et l'Université de la Floride. Il y avait un petit intérêt pour l'Université de la Floride parce qu'un Québécois qui est au sein de l'équipe, Olivier Rioux, ne joue pas cette saison à sa première saison avec l'université, mais quand même a pu profiter de cette finale qui se déroulait hier. Houston a eu l'avance pour une bonne partie de la rencontre, mais en fin de match, c'est l'Université de la Floride qui a mis un peu de pression et qui a filé avec la victoire, une victoire de 65-63, 3e titre national pour l'Université de la Floride. Donc, une belle soirée et peut-être un peu d'inspiration pour Olivier Rioux qui pourrait faire ses débuts dès la saison prochaine. Merci, Olivier. Un plaisir. Bonne journée. Alors, Véronique, poursuivons. Oui. Sur les détails météo. Alors, on a compris de la neige, à certains endroits, parfois de façon importante. Oui. Et après ça, ça va rester pour quelques jours, dépendamment des régions? Ben voilà, parce que les températures vont quand même fléchir un peu. Là, en ce moment, on est au-dessus du point de congélation par endroits sur le sud de la province, mais avec les vents sud-ouest qui vont tourner au nord-ouest, on sera entre 0 et -4 cet après-midi. -8 à -10 quand même la nuit prochaine. C'est là où la neige va cesser complètement, mais demain, on restera tout près du point de congélation ou légèrement en dessous. Donc, c'est une fonte qui va se faire quand même assez rapidement sur les régions plus au sud, mais là où il y en aura tombé une vingtaine de centimètres, ça peut prendre quelques jours. Je pense aux gens de la Nodière, la Mauricie, entre autres. Alors, les accumulations, 2 à 5 pour les régions plus au sud, 5 à 10 au nord du fleuve, la quinzaine par endroit vers les Laurentides, la Nodière, vers la Mauricie, ça peut être une vingtaine de centimètres. Ce sera du 5 à 10 vers Québec et beaucoup moins pour l'est du Québec. Il fera beau demain. On ramènera un petit peu plus de nuages en après-midi, venteux et près de 0. Du côté de l'Abitibi, c'est pas mal terminé. Ça reste assez nuageux. Le maximum, c'est -6 aujourd'hui, mais fait quand même -15 ce matin. Le Saguenay, le lac Saint-Jean, la neige commencera tranquillement, 5 à 7 cm jusqu'à ce soir. Ça commencera en mi-journée pour le Bas-Saint-Laurent, autour de 5 cm aussi. Ça devient venteux de ce côté. Les températures seront à la baisse également. Généralement nuageux vers la Gaspésie et ça se dégagera sur la Côte-Nord. C'est du 0,3 degrés pour aujourd'hui. Le soleil qui refait surface sur le nord de l'Ontario, ça se prend bien. Thunder Bay, Sudbury, les températures sont négatives. Vers Toronto, Windsor, on aura pas mal de vent, des nuages, flocons mouillés. C'est pas impossible aujourd'hui. Ottawa sous avertissement de neige avec une dizaine de centimètres à tomber, principalement ce matin. Vent et poudrerie. Plus calme dans l'ouest, on ira avec des conditions variables dans l'ensemble. C'est du 8 à 11 degrés dans les prairies et une dizaine pour Vancouver. Merci beaucoup,
Véronique. Bonne journée. Bonne journée. La situation sur les marchés boursiers a évidemment pris beaucoup de place dans la campagne électorale fédérale. Les chefs ont fait valoir leurs idées sur la façon de limiter l'impact de cette guerre commerciale avec Washington, protéger notamment, évidemment, le portefeuille des aînés, des retraités. Vincent, on va commencer par le chef libéral Mark Carney. Il prévient qu'il pourrait bien y avoir une récession. Oui, parce que le chaos en bourse exprime une certaine crainte, une crainte croissante de voir l'économie américaine plonger en récession. Et l'économie canadienne est tellement interreliée à celle des États-Unis, là, certains diront pour le moment, mais c'est quand même vraiment le cas, que les risques d'une récession au Canada ont nécessairement augmenté dans les derniers jours, prévient le chef libéral Mark Carney. Ce qui concerne le risque d'une récession aux États-Unis est augmenté, c'est fortement augmenté. Et c'est bien difficile pour le Canada d'éviter une récession s'il y en a une aux États-Unis. Mais nous sommes maîtres chez nous. Nous contrôlons notre destin économique. Il faut agir avec la force. Mathieu, tous les chefs s'entendent, la débâcle boursière, l'incertitude sur les marchés, c'est préoccupant pour les Canadiens plus âgés. Mark Carney a donc annoncé que pour protéger l'épargne retraite des Canadiens, il réduirait de 25 % le montant minimum à retirer d'un FER, d'un fonds enregistré de revenus de retraite pour la prochaine année. L'avantage ici, c'est que les retraités n'auraient pas besoin, l'obligation de retirer trop de leurs économies à un moment où le marché est hautement volatile. Le chef libéral qui a également annoncé une augmentation temporaire du supplément de revenu garanti de 5 % pour venir en aide aux personnes âgées à faible revenu. Pierre Poilievre, le chef conservateur, a critiqué le président américain qu'il juge responsable du chaos sur les marchés. Oui, il a aussi critiqué Mark Carney et le camp libéral dans son ensemble. C'est le résultat direct des décisions chaotiques et mauvaises de Donald Trump qui ont causé ça. En même temps, il ne faut vraiment pas se fier à un autre homme qui a eu tort sur toutes les questions économiques de notre époque. Mark Carney avait tort de supporter la taxe carbone. Il avait tort de bloquer les projets de ressources naturelles. Le chef conservateur a rappelé sa promesse de repousser dans le temps le moment où un retraité doit retirer ses économies de son REER pour éviter d'essuyer les pertes causées par ce qui se passe aux États-Unis. L'âge limite serait donc à 73 ans au lieu de 71. Et les aînés qui décident de travailler pourraient gagner jusqu'à 34 000 $ sans payer d'impôts. Ça, c'est les engagements conservateurs. Du côté du chef du Bloc québécois, bien, il revient à la charge en disant qu'il faut augmenter de 10 % la pension de vieillesse des aînés de 65 à 74 ans. Ça fait des mois que Yves-François Blanchet défend cette idée. Le bloquiste estime qu'il faut en priorité protéger le pouvoir d'achat des aînés. Le gros morceau des retraités ne reçoit pas d'aide alors que, on l'a dit, on le répète, leur pouvoir d'achat s'est beaucoup amoindri depuis avant même la pandémie. Le NPD qui revient avec cette idée de relancer, Vincent, les bons de la victoire. Oui, c'est l'outil que le gouvernement canadien a utilisé pour financer la guerre durant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Ces bons de la victoire seraient assortis d'un taux d'intérêt composé de 3,5 % et si c'est conservé jusqu'à échéance, soit 5 ou 10 ans, les bénéfices seraient exempts d'impôts. Selon le leader néo-démocrate Jagmeet Singh, c'est une proposition intéressante pour les gens qui s'inquiètent des fluctuations sur les marchés boursiers. Merci beaucoup, Vincent. Je vous en prie.
Gabriel Lemarquand-Perrault est dans notre studio d'Ottawa pour la revue de presse. Bonjour Gabriel. Bonjour Mathieu. Une majorité de Canadiens craint que la réplique aux tarifs douaniers aggrave les relations avec les États-Unis, la réplique canadienne. C'est ce que révèle un nouveau sondage Nanos réalisé pour le compte du Globe and Mail et de CTV publié ce matin. Donc cette réplique tarifaire du Canada à l'encontre des États-Unis, 72 % des personnes interrogées ont dit qu'elles étaient assez préoccupées par justement cette réplique du Canada à l'encontre des États-Unis, que cette réplique n'aggrave les tensions entre les deux pays. 74 % des répondants, qui sont plutôt inquiets se disent des partisans du Parti libéral du Canada, alors que 70 % des répondants qui se disent inquiets ou plutôt inquiets sont des partisans du Parti conservateur, contre 72 % pour les néo-démocrates. Nick Nanos de la firme Nanos qui a réalisé le sondage dit justement que les relations entre le Canada et les États-Unis sont en quelque sorte un joker politique actuellement. C'est ce qu'il mentionne en entrevue avec le Globe and Mail pour les deux partis en tête, soit le Parti libéral du Canada et le Parti conservateur. 19 % des répondants au sondage, des personnes interrogées, ont dit qu'elles n'étaient pas préoccupées par l'escalade des tensions provoquées par les représailles tarifaires. Et en réponse à cette guerre commerciale, je vous rappelle que le Canada a imposé des droits de douane sur un large éventail de produits américains d'une valeur de 60 milliards de dollars. Le gouvernement qui a aussi imposé des droits de douane de 25 % sur les composantes non canadiennes des voitures fabriquées aux États-Unis. Alors, sondage Nanos qui a été réalisé pour le compte du Globe and Mail et de CTV entre le 4 et le 6 avril auprès de 1264 Canadiens, une marge d'erreur de 2,8 %, 19 fois sur 20. D'ailleurs, parlant des tarifs, vous lirez ce matin la chronique de Mathieu Bock-Côté dans les pages du Journal de Montréal qui mentionne que cette révolution tarifaire engagée par Donald Trump transformera en profondeur l'économie mondiale. Les optimistes veulent croire qu'elle corrigera à moyen terme la logique de la mondialisation. Les autres, majoritaires, craignent un hiver économique nucléaire. Cette crainte est fort légitime. Chose certaine, la panique est dans l'air. En une de la presse et du Journal de Montréal, il est question du procès de ce chauffeur d'autobus qui a foncé dans une garderie de Laval en février 2023. Le procès s'est ouvert hier à Laval. Oui, le chauffeur d'autobus de la Société de transport de Laval est accusé d'avoir tué 2 enfants et d'en avoir blessé 6 autres en fonçant dans une garderie. Le procès a débuté hier. Vous avez des images assez spectaculaires là, à la une du Journal de Montréal, des images qui glacent le sang, des photos déposées au procès de ce chauffeur d'autobus. Et dans la presse, il y a la chronique de Patrick Lagacé qui nous rapporte des propos du père de famille, un père de famille qui a perdu son enfant avec la mère de famille aussi, Marie-Christine Cloutier et Pierre-Luc Gauthier, qui ont vécu ce qu'aucun parent ne devrait avoir à vivre. Leur fils est décédé à l'âge de 4 ans. Le petit Jacob, qui est l'une des 2 victimes de la tragédie de la garderie éducative Sainte-Rose à Laval. Donc, pour le reste de leur vie, les parents auront droit à un suivi thérapeutique qui est payé par l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Mais la sœur de la petite victime, elle, a droit à seulement 30 séances de psychothérapie. Alors, si elle a besoin de thérapie dans 5, 10 ou 15 ans, ce sera aux frais de la famille. Donc, les parents de cet enfant tué lors de la tragédie veulent que l'IVAC, l'indemnisation des victimes d'actes criminels, élargisse les critères du terme victime. Donc, la chronique de Patrick Lagacé, mais aussi la lettre ouverte du père de famille publiée dans les pages numériques de la presse ce matin. Et sur notre site Internet, un dirigeant sur 4 à la Banque du Canada n'a pas le niveau requis en français. C'est ce que révèle le collègue Daniel Leblanc dans un texte publié ce matin. La Banque du Canada qui a manqué à ses obligations en matière de langue officielle selon un rapport d'enquête. Donc, près du quart des gestionnaires de la Banque du Canada n'ont pas le niveau de requis en français, dont la numéro 2 qui n'est pas encore suffisamment bilingue après plus de 3 ans en poste. C'est selon des informations obtenues par le collègue Daniel Leblanc et publiées sur notre site Internet radiocanada.ca ce matin. C'est bon. Merci beaucoup, Gabriel. Bonne journée, à demain. Bonne journée. On
va parler maintenant d'expulsion de migrants illégaux aux États-Unis. Ça commence à avoir des impacts au pays. On avait entendu certains politiciens s'en inquiéter de voir donc de plus en plus de demandeurs d'asile arriver au Canada, au Québec. L'Agence des services frontaliers qui affirme d'ailleurs qu'une vague de demandeurs d'asile déferle sur le Québec depuis quelques jours. Jean-Philippe Robillard est avec nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Alors ce sont des gens qui quittent les États-Unis, qui fuient les États-Unis pour trouver refuge au Québec depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Oui, et vous l'avez dit, ça se répercute au poste frontière de Saint-Bernard-de-la-Colle au Québec. Au cours de la dernière semaine, la semaine passée, en fait, Mathieu, il y a eu près de 560 demandeurs d'asile en provenance des États-Unis qui se sont présentés à ce poste frontière. C'était majoritairement des Haïtiens de New York, de la Floride ou encore d'ailleurs aux États-Unis. Et c'est comme ça, Mathieu, depuis le mois de janvier. Là. En fait, au poste frontière de Saint-Bernard-de-la-Colle, le nombre de demandeurs d'asile a triplé depuis que Donald Trump est arrivé à la Maison-Blanche. Je vous donne des chiffres. Là, c'est passé en janvier de 560 à près de 1400 au mois de mars. Et tout ça, parce que ce sont des gens, Mathieu, des immigrants qui vivent illégalement aux États-Unis, qui craignent d'être expulsés des États-Unis par l'administration Trump, là, qui a ordonné, on le sait, l'expulsion massive des immigrants illégaux. En fait, il y a tellement de demandeurs d'asile à l'heure actuelle, selon l'Agence des services frontaliers du Canada, qu'il y a même des douaniers qui ont été ajoutés là, au poste de Saint-Bernard-de-la-Colle. Et il y a des dizaines de milliers d'immigrants qui sont aussi menacés d'expulsion aux États-Unis. Oui, qui pourraient choisir de venir s'installer ici au Canada parce qu'ils ne peuvent pas vraiment retourner dans leur pays, on le sait, en raison de la situation difficile là-bas. Il y aurait 520 000 Haïtiens qui ont un statut de protection temporaire aux États-Unis. Ça, c'est donné aux étrangers qui vivent là-bas, qui sont menacés d'expulsion, et ça, dès le mois d'août. En fait, le 3 août, parce que l'administration Trump va mettre fin, donc, à leur statut de protection temporaire, ce qu'on appelle là-bas le TPS. La TPS, c'est ça, ce statut-là de protection temporaire est particulièrement utilisé par des Haïtiens qui ont fui leur pays. Et ça crée évidemment, cette fin de ce statut spécial, beaucoup d'incertitudes dans la diaspora haïtienne aux États-Unis. Oui, et de peur aussi, c'est ce qu'a constaté mon collègue Romain Chouet, qui est allé en Floride rencontrer des Haïtiens qui craignent d'être expulsés, même s'ils vivent là-bas, Mathieu, depuis plusieurs années. Il a, entre autres, mon collègue Romain Chouet, rencontré le père Réginald Saint-Jean-Marie. On l'écoute. Beaucoup de gens ont reçu des lettres de déportation et ça a créé beaucoup de panique. Il y a beaucoup de gens qui ont pris la décision de s'émigrer là-bas au Canada. Ces gens pensent pour le moment que le Canada est beaucoup plus ouvert à les accueillir. Et les gens sont comme des oiseaux. Ouais, ils vont là où ils peuvent vivre bien, c'est tout. Alors voilà, le révérend Réginald Jean-Marie de l'Église Notre-Dame d'Haïti, c'est à Miami, en Floride. On va évidemment continuer de suivre ça. Il y a le reportage de Romain, d'ailleurs, que sur vous le pouvez web, lire qui est intéressant à lire. Effectivement, en détail sur cette situation d'Haïtiens avec un statut temporaire. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée. Alors, je vous rappelle que c'est quand même une bonne nouvelle dans les circonstances, là, les marchés boursiers qui sont en rebond, autant en Asie qu'en Europe. Évidemment, c'est pas à la hauteur des pertes d'hier, mais ça semble être une journée qui commence bien différemment. En Europe, ça a été le cas en Asie, puis on surveillera ici à l'ouverture des marchés un peu plus tard ce matin. Sinon, je vous rappelle qu'il y a encore 13 000 travailleuses de CPE au Québec qui seront en grève aujourd'hui, encore une fois. Ce sont des travailleuses de la Fédération de la santé et des services sociaux qui sont affiliés à la CSN. Voilà pour cette édition d'À la Une. Vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. Bon mardi. Le Café Vanout vous aide à savourer chaque moment. Comme un matin tranquille. Prendrais-tu un café? Une fin de semaine corsée. Prendrais-tu un café? Une soirée veloutée. Prendrais-tu un café? Ou un après-midi de rafraîchissement décadent. Prendrais-tu un autre café glacé? Un goût riche et savoureux vous attend avec Vanout.
vivre la saveur.